Bonjour tout le monde et bienvenue à la nouvelle vidéo. اليوم راح نشوفوا ensemble les bilans rénaux du sodium, de l'eau et des protons. Alors on va commencer par le bilan rénal du sodium. Donc le sodium, on le sait, on l'a déjà dit, est le principal cation des liquides extracellulaires. Donc c'est الشريدة الموجبة la plus importante liquide extracellulaire de par bien sûr la concentration d'AHA, mais aussi de par le rôle que le sodium joue dans le liquide extracellulaire. Et à ce titre, il est le déterminant majeur du volume extracellulaire. Je m'entends le déterminant. Maintenant, la concentration de sodium, je parle bien de la concentration, يتبدل le volume extracellulaire. إما يزيد ولا ينقص. Et donc dans ce cas, il y a, on est soit dans l'hypervolémie ou au contraire l'hypovolémie. Et bien sûr la pression artérielle راح تتبدل تاني. C'est pour ça que le sodium il est très important et c'est le déterminant du volume extracellulaire. Donc comme je l'ai dit, toute augmentation du contenu en sodium s'accompagne rapidement d'une rétention rénale de quoi? D'eau. Alors il dit la concentration de le sodium, le contenu, on va dire du sodium dans le liquide extracellulaire. Et dans ce cas, on va réabsorber l'eau par le rein. Et donc, pour maintenir constante la concentration plasmatique de sodium. On veut maintenir constante la concentration plasmatique de sodium. Parce que lorsqu'elle change, eh bien, le contenu en eau dans les cellules, elle peut changer aussi. Je peux, tout à l'heure, vous parler un petit peu de l'hyperhydratation ou de la déshydratation pour comprendre le rôle de le sodium et l'importance de maintenir la concentration de sodium constante. Constante le liquide extracellulaire. Il en résulte une augmentation du volume extracellulaire. Dans ce cas, bien sûr, on devine, la pression artérielle, elle augmente également. Maintenant, la répartition du sodium dans l'organisme. On a 60 millimoles de sodium par kilo de poids corporel. Donc, il y a 2 tiers de sodium échangeable en 24 heures. واش معناتها échangeable معناتها يتبدل لي هاد la quantité de sodium على حسب les entrées et les sorties على حسب la consommation تاع الصوديوم تاعنا et l'élimination تاع le sodium. Ou 90% تاع le sodium échangeable, il sera situé dans le liquide extracellulaire, c'est normal. Ou le باقي 5% dans les cellules, 5% dans le tissu conjonctif et les zones superficielles de l'os. La majorité أغلبية تاع هذا الصوديوم échangeable en 24 heures, c'est bas dans le liquide extracellulaire. Ou le باقي dans les cellules, dans le tissu conjonctif et les zones superficielles de l'os. On sait sa concentration plasmatique normale est comprise entre 135 et 145 millimoles par litre. Les systèmes de contrôle vont toujours œuvrer pour maintenir cette concentration constante. Ou les systèmes de contrôle. Derrière la cellule, la concentration du sodium est moindre, on le sait. Le cation principal extracellulaire est le sodium ou intracellulaire est le potassium. Donc, la concentration derrière la cellule, c'est 10 à 20 millimoles par litre. Alors, maintenant, on va voir les entrées et les sorties du sodium. Donc, les entrées, en moyenne, de 100 à 200 millimoles toutes les 24 heures, soit 6 grammes à 12 grammes. Mais لازمش نجوزو le taux de sodium في الماكلة تاعنا parce que 50% تاع هاد الصوديوم c'est le sel de cuisine, le sel de table normal, ou 50% تاع les apports تاعنا جايين déjà في الماكلة qu'on consomme. Donc c'est du sel naturellement présent dans les aliments ou là ajouté lors de leur fabrication, c'est tout ce qui est industriel fait déjà du sel. Donc c'est ça qui va constituer les entrées تاعنا, ce qu'on consomme, le sodium qu'on consomme tous les jours.
Les sorties, alors on élimine le sodium, on l'élimine majoritairement les urines. Les urines, c'est là où sera éliminé le sel. Mais on peut éliminer une petite portion, mais c'est négligeable, dans les selles, sauf dans le cas de diarrhée importante où on va perdre beaucoup de sodium les selles, donc les déchets, et les sueurs, kiff, ça reste négligeable, à part lorsqu'on fait vraiment un effort physique très important, ou là, lorsque dans les périodes de très forte chaleur, on peut perdre du sel, du sodium dans la sueur, mais on retient majoritairement le sodium sera éliminé dans les urines. Donc voilà pour les entrées et les sorties. Je le dis maintenant, il faut que les entrées soient égales aux sorties. نقولوا bilan nul. Je mets un bilan nul, ça veut dire les entrées égales aux sorties, et ça sera surtout le rein qui veillera à ce que يكون un bilan nul تاع le sodium. ولا تاع l'eau ولا تاع اي حاجه, يعني c'est important يكون un bilan nul. Donc, les reins ont la capacité d'ajuster l'excrétion urinaire de sodium aux entrées alimentaires et permettent un bilan nul de sodium, entrée égale aux sorties. Donc, on consomme bzef le sodium, le rein va faire en sorte à ce qu'on élimine beaucoup de sodium. Ou lequel on en consomme peu, le rein va faire en sorte à ce qu'on élimine peu de sodium. Donc toujours à l'hsab de la consommation ta'na. Donc il ajuste l'excrétion urinaire aux entrées alimentaires. Toujours pour maintenir un bilan nul de sodium. On passe maintenant au système de contrôle. L'organisme dispose de récepteurs capables de déceler, de capter, de mettre en évidence toute variation du volume extracellulaire. Ce sont des récepteurs qui sont au niveau du rein, dont je vais reparler, lorsqu'il y a une variation du volume extracellulaire, que ce soit une augmentation ou une diminution. La régulation fine de l'excrétion urinaire de sodium s'effectue dans les derniers segments du néphron. Maintenant, qui met la réabsorption le sodium, elle va être stimulée par l'aldostérone. L'aldostérone agit sur les derniers segments du néphron. Mais si au niveau du tube contourné proximal ou la lance de Henle, là, sur les derniers segments du néphron agit l'aldostérone pour stimuler la réabsorption de sodium. De nombreux facteurs participent à cette régulation, mais le système rénine-angiotensine-aldostérone, il va jouer un rôle prépondérant. Donc on va avoir plusieurs systèmes de contrôle, mais le système rénine-angiotensine-aldostérone est le plus important. Je vous brièvement le rôle Tao parce que c'est déjà vu. Donc pour résumer, j'avais dit tout à l'heure, dès que le contenu de sodium, liquide extracellulaire, le volume extracellulaire. Et là, ça ne m'intéresse pas. Il faut que je maintienne donc constante la concentration de sodium puisque le volume extracellulaire est donc pour réaliser ça les entrées sont égales aux sorties. Le rein. On va voir son rôle tout de suite. Alors voilà le système angiotensine qui m'a déjà. C'est la rénine qui est produite en premier. Elle est produite par le système par l'appareil juxtaglomérulaire. Elle va stimuler la production d'angiotensinogènes par le foie. Ensuite, l'angiotensinogène doit être converti en angiotensine 1. Par quoi? Par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et enfin, l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2 qui va, elle, faire une vasoconstriction parce que le but, c'est toujours d'augmenter, d'élever la pression artérielle et elle va stimuler la production d'aldostérone
par la cortico-surrénale et l'aldostérone aura un rôle dans la réabsorption de sodium. Donc, comme je l'ai dit, nous avons ici le tube connecteur du canal collecteur, avec l'aldostérone, qui est produite par la cortico-surrénale, et il va stimuler, donc au niveau du tube connecteur du canal collecteur, la réabsorption de la flèche, elle montre la réabsorption du sodium, donc l'urine, puisque là nous avons l'urine, vers le sang, vers les vaisseaux, l'excrétion de potassium, donc c'est tout à fait le contraire, la réabsorption de chlore et d'eau. L'aldostérone stimule la réabsorption d'eau aussi, logiquement, d'accord, mais accompagnée de sodium, alors que l'ADH, je vous ferai tout à l'heure, elle va stimuler la réabsorption d'eau libre, maintenant sans sodium. Là, c'est parce que l'eau suit le sodium. Parce qu'il y a une réabsorption de sodium, du coup, une réabsorption d'eau. Voilà, bien sûr, l'action de l'aldostérone a déjà été vue auparavant. Deuxième système de contrôle, c'est le facteur natriurétique auriculaire. Alors c'est quoi? C'est une hormone qui est de nature protéique et qui est sécrétée par les cardiomyocytes, donc les cellules musculaires cardiaques, surtout des oreillettes. Voilà, lorsque la paroi auriculaire est étirée. Lèche la paroi auriculaire est étirée parce qu'il y a une augmentation de la pression de remplissage. La pression de remplissage zid lorsque le retour veineux zid. Le retour veineux, maintenant le retour du sang vers le cœur. Il se fait par les veines, bien sûr. D'accord. À l'achizide, le retour veineux, c'est parce que le volume extracellulaire Z. Donc, il y a des récepteurs au niveau de ces oreillettes qui sont stimulés par l'étirement de la pression, de la paroi auriculaire. D'accord. Et cet étirement est dû tout simplement à une augmentation du volume extracellulaire. Il y a une augmentation du volume extracellulaire, maintenant le retour veineux zid, maintenant pression de remplissage zid, bien sûr, et donc les récepteurs sont stimulés et cette hormone est sécrétée. L'expansion volémique, donc voilà, on le dit ici, est le principal facteur physiologique de libération de facteurs natriurétiques auriculaires. L'excrétion urinaire rapide de chlorure et de sodium et d'eau, donc c'est ça le but, le facteur natriurétique auriculaire. Natriurétique, ça veut dire qu'il stimule l'excrétion de sodium et il inhibe aussi la sécrétion de rénine et la sécrétion forcément d'aldostérone. Maintenant, le but de le facteur, c'est d'éliminer du sodium, et lorsqu'on élimine du sodium, on élimine avec de l'eau, d'accord, et d'éviter la réabsorption d'eau et de sodium. Maintenant, c'est un peu le contraire du système rénine-angiotensine qu'il inhibe d'ailleurs. Voilà. Là, c'est le cas où on a une expansion volémique. Maintenant, le cas où le volume extracellulaire tana zaïd. Donc, est-ce qu'on veut retenir l'eau? Là. Donc, on va inhiber rénine, aldostérone, et on va au contraire encourager, favoriser l'élimination tawesh, sodium et eau. Parce qu'il y a bzef, volume extracellulaire, là, zaïd. C'est le rôle de ce facteur natriurétique auriculaire. Système nerveux sympathique. On est toujours dans les systèmes de contrôle qui visent à garder un bilan nul du sodium. D'accord. Alors, l'innervation sympathique ou le système sympathique aura deux effets. À l'aide ou par l'intermédiaire de deux récepteurs adrénergiques différents. Donc, lorsqu'il active le récepteur alpha-adrénergique des cellules du tube proximal, ça entraîne une augmentation de la réabsorption
de sodium. Et lorsqu'il stimule les récepteurs bêta-adrénergiques des cellules juxtaglomérulaires, ça va stimuler la sécrétion de rénine. On voit que ça va dans le même sens. Il y a la réabsorption de sodium. Et c'est le cas par exemple lorsqu'on a une hypotension, quelle que soit la cause de cette hypotension. D'accord, par exemple une hypovolémie. Voilà. Encore une fois, l'hypovolémie peut avoir des causes différentes. Hypovolémie. Le cas le plus classique, c'est une hémorragie. D'accord, on a perdu beaucoup de sang et qu'on a une hypovolémie. La pression artérielle, elle diminue. Le système sympathique, il est tout de suite activé. Il aura une action sur les récepteurs alpha-adrénergiques du tubule proximal et donc ça va entraîner l'augmentation de la réabsorption de sodium. Et ce même système, il a une action sur les récepteurs bêta-adrénergiques et qui vont stimuler la sécrétion de rénine. Et encore une fois, surtout les récepteurs bêta, les vidéos précédentes. Petite question, qu'est-ce qui va stimuler le système rénine-angiotensine? Je vous laisse mettre pause et répondre à cette question. Je vais y répondre. Donc, ce qui stimule, c'est déjà la diminution de la perfusion rénale. Et lorsque la perfusion rénale diminue, ça veut dire que le volume extracellulaire est diminué. Nous avons, lorsque le sodium aussi diminue, d'accord, le sodium, et lorsque il y a le sympathique qui est stimulé, qui marque parce que le système sympathique stimule la sécrétion de rénine. Voilà, ce sont les trois facteurs qui stimulent l'activité du système rénine-angiotensine-aldostérone. On passe maintenant au bilan rénal de l'eau. L'eau représente 60% du poids du corps. Elle est répartie entre le secteur intracellulaire pour 2/3 et extracellulaire pour 1/3. Donc pour un homme de 70 kg, l'eau totale représente environ 42 litres avec une répartition de 28 litres et 14 litres respectivement. Pour les secteurs intra et extracellulaires, ça veut dire 28 litres le secteur intracellulaire et 14 litres le secteur extracellulaire. Un petit rappel sur l'osmolarité. L'osmolarité correspond à la quantité d'osmol par litre de plasma. Alors que l'osmolalité, c'est la quantité d'osmol par kilogramme d'eau plasmatique. Donc c'est juste une question d'unité. Litre, quand on exprime le litre, on parle d'osmolarité. Quand on l'exprime le kilogramme, on parle d'osmolalité. La valeur normale de l'osmolalité plasmatique est de 285 milliosmoles par kilo. Alors, l'osmolalité est une variable régulée, c'est-à-dire qu'elle est maintenue constante. Et c'est l'obtention d'un bilan nul d'eau qui permet de maintenir constante l'osmolalité. C'est vraiment qui m'a donné le bilan de sodium. C'est très similaire. Donc, on garde l'osmolalité constante. Et pour garder l'osmolalité constante, il faut un bilan nul d'eau. On va voir comment faire pour maintenir un bilan nul d'eau. Ça veut dire que entrée est égale aux sorties. Système de contrôle. La régulation des entrées d'eau par le mécanisme de la soif, qui est un mécanisme des plus importants. Lorsque l'osmolarité plasmatique augmente, il y a une stimulation des osmorécepteurs. Lorsque le volume sanguin diminue, il y a une stimulation des barorécepteurs. D'accord. Alors l'osmolarité plasmatique augmente par exemple lorsque on consomme beaucoup de sel. Ou là, lorsque le volume sanguin diminue. Pareil, l'osmolarité augmente. Parce que l'osmolarité, c'est la concentration des substances osmotiquement actives dans le plasma. Le plasma, c'est le solvant. Et donc les substances, c'est les solutés, ce qui sont dissoutes dans le solvant. D'accord. Et lorsque le solvant hadaya
diminue, forcément la concentration les solutés augmente. C'est logique. Donc lorsqu'on a un volume sanguin diminué comme dans le cas d'une hémorragie, l'osmolarité augmente et donc ces récepteurs sont stimulés et la sensation de soif apparaît par stimulation des centres de la soif, et ces centres de la soif sont localisés au niveau de l'hypothalamus que je vais vous montrer maintenant. Le centre de la soif est localisé dans chaque hypothalamus, latéralement et caudalement. Caudalement, ça veut dire les noyaux supraoptiques, et chevauche une région de l'hypothalamus qui produit l'ADH. Et de l'ADH, nous dans quelques minutes. Maintenant, il y a un centre de la soif. Au bas تحته حيكون عندنا la région de l'hypothalamus qui produit l'ADH. Donc, vous pouvez voir ici, centre de la soif. On a maintenant les osmorécepteurs qui détectent par exemple une augmentation de l'osmolarité. On a les volorécepteurs qui détectent une diminution du volume extracellulaire, la plasmatique. Et dans ce cas, ils vont stimuler là le centre de la soif. Et donc, tout simplement, on va ressentir de la soif et on va boire de l'eau. Régulation des pertes rénales d'eau par l'ADH. L'hormone antidiurétique ou ADH, antidiurétique parce qu'elle est contre l'élimination d'eau. Donc, elle stimule la réabsorption de l'eau, qu'on appelle également la vasopressine ou encore arginine vasopressine. Est une hormone peptidique synthétisée au niveau des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, transportée puis stockée dans la post-hypophyse, qui la libère dans la circulation sanguine, qui m'a dit tout à l'heure. Cette hormone, elle va être produite au niveau de l'hypothalamus, stockée dans la post-hypophyse qui est aussi appelée neurohypophyse, et puis libérée dans la circulation sanguine. L'effet physiologique principal, c'est la réabsorption de l'eau. Donc, elle va aller au niveau du canal collecteur rénal et elle va essayer d'absorber de l'eau qui m'a de l'eau libre, sans réabsorption de sodium. C'est antidiurèse. La sécrétion d'ADH dépend de l'osmolarité plasmatique et la diminution non physiologique de la volémie. L'osmolarité plasmatique, c'est lorsqu'elle est élevée. C'est le stimulus principal et physiologique de la sécrétion d'ADH, enregistré par les osmorécepteurs de l'hypothalamus qu'on vient de voir. A l'inverse, l'hypoosmolarité plasmatique l'inhibe. L'hypoosmolarité, ça pourrait être par exemple une hyponatrémie qui est due à la prise de diurétiques, les insuffisants rénaux chroniques par exemple, et donc diminution du sodium, diminution de l'osmolarité plasmatique. Et donc forcément, on inhibe la production d'ADH pour ne plus réabsorber d'eau. La diminution non physiologique de la volémie, par exemple la baisse importante de la volémie, une hémorragie, elle stimule la sécrétion d'ADH. Donc deux facteurs qui stimulent la sécrétion d'ADH, l'osmolarité plasmatique lorsqu'elle est augmentée et la diminution de la volémie, la baisse importante de la volémie. Les deux stimulent la sécrétion de l'ADH qui va réabsorber de l'eau libre au niveau du canal collecteur. Donc, osmolarité plasmatique qui augmente stimule les osmorécepteurs de l'hypothalamus
qui vont stimuler la sécrétion d'ADH et la soif. Lorsque j'ai soif, je bois de l'eau, je dilue les substances dissoutes, donc l'osmolarité diminue et devient normale, et l'ADH agit sur l'excrétion rénale de l'eau en la diminuant, l'excrétion, en stimulant la réabsorption. Pareil, une diminution de la volémie stimule les volorécepteurs hypothalamus et périphériques qui, eux, stimulent le centre de la soif et nous poussent à boire de l'eau et stimulent aussi la production d'ADH qui réabsorbe de l'eau. On passe maintenant au mécanisme de concentration-dilution de l'urine. On a rappelé l'osmolarité et vous avez vu dans les vidéos précédentes l'eau diffuse d'un milieu où il est le moins concentré vers le milieu où la concentration de soluté est la plus élevée. C'est pour diluer ce milieu trop concentré et pour rétablir l'équilibre. Au contraire, les solutés diffusent du milieu où elles sont le plus concentrées au milieu où elles sont le moins concentrées. Donc, le sens est différent. Petit rappel sur le néphron. Nous avons ici le glomérule, ici le tube contourné proximal, Mada anse de Henle, Mada tube contourné distal, et ensuite le canal collecteur. Comme on l'a déjà, la partie glomérule, tube contourné proximal, tube contourné distal, هادوما جايين في la corticale. C'est la corticale. والباقي, notamment ce qui va nous intéresser aujourd'hui, يعني l'anse de Henle, une bonne partie du canal collecteur va être au niveau de la médulaire. C'est très important. Ça va être plus facile à comprendre au Bada, le système du contre-courant. D'accord. Justement, le système, il est formé par quoi? Il est formé par l'anse de Henle et les vasa recta, les vaisseaux lacusticiformes qui entourent l'anse de Henle. C'est les vasa recta. Ces deux-là vont constituer ce qu'on appelle le système de contre-courant qui, le but principal, on va le voir, c'est de concentrer l'urine. Et ça va être plus clair dans quelques minutes. Le but, c'est de concentrer les urines. Alors, on commence. Ici, comme je l'ai déjà dit, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes, mais je vais un petit rappel et j'aimerais bien résumer pour que l'idée soit bien claire. À ce niveau-là, donc au niveau du tube contourné proximal, déjà, dès qu'il y a une infiltration, on a l'urine, l'osmolarité est égale à l'osmolarité du plasma. Donc l'urine, elle est iso-osmotique au plasma. Maintenant, l'osmolarité c'est 300 milliosmoles par litre. D'accord? Et tout le long du tube contourné proximal. Parce que la quantité d'éléments réabsorbés est égale à la quantité de sodium réabsorbé. Si j'absorbe autant d'eau que de sodium, maintenant l'osmolarité, liée à la concentration des substances osmotiquement actives dans l'urine, l'osmolarité reste la même. Ça va être différent au niveau de l'anse de Henle. Déjà, la perméabilité de l'anse de Henle qui est différente bin la branche ascendante et la branche descendante, et aussi le gradient de concentration l'inséba fla médulaire. L'hypertonicité à la médulaire, maintenant l'osmolarité élevée au niveau de la médulaire. نبداو بلانس descendante, de la branche descendante de l'anse de Henle. On sait que cette branche est
perméable à l'eau, mais imperméable aux solutés. Perméable à l'eau, mais imperméable aux solutés. Ouch ma'nta. Ma'nta, il va y avoir réabsorption d'eau. Alors, tu vois le sens de l'eau. هذه معناتها réabsorption. هنا j'aurai l'interstitium, mais on va j'ai des vaisseaux. D'accord? Donc réabsorption de l'eau. علاش l'eau est réabsorbée par osmose? Car il y a une hypertonicité de l'interstitium. Hypertonicité de l'interstitium de la médulaire. Qui est une hypertonicité au madrôle, au madrôle علاش. المهم هاد la branche descendante, elle est perméable à l'eau. Et à l'aide de l'hypertonicité de l'interstitium de la médulaire, il va y avoir une réabsorption de l'eau. La branche ascendante, c'est tout à fait le contraire. Elle est perméable aux solutés et imperméable à l'eau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une réabsorption de soluté, de sodium. D'accord? Et on va voir en bas les canaux, les transporteurs qui permettent la réabsorption de sodium. Alors, cette réabsorption de sodium est la cause de l'hypertonicité de l'interstitium médulaire. Parce que le sodium il est réabsorbé, que les solutés zident l'interstitium et l'osmolarité zid. Quand on dit hypertonicité, l'osmolarité zid. Voilà, c'est ça la cause. L'urine اللي تلحق ليه هنايا راح تكون hypoosmotique. على جال bien sûr la réabsorption des solutés. وكاع هنايا les solutés continuent à être réabsorbées. Donc l'urine اللي تكون هنا كيفاش راح تكون diluée. Elle va être diluée. Mais أنا ما تساعدنيش. J'ai pas envie de perdre mon eau. Après ça dépend aussi de l'état d'hydratation, etc. Donc واش ندير هنا il me faut حاجة qui me réabsorbe l'eau parce que de base elle est imperméable à l'eau. Donc لازم لي حاجة تجي تعاونني pour réabsorber l'eau, pour concentrer les urines, les concentrer, d'accord, et ne pas perdre toute l'eau. هاد الحاجة اسمها l'ADH. L'ADH عندها des récepteurs هنايا. Elle va intervenir باش تحلي les aquaporines ou elle met en place les aquaporines et donc il va y avoir une réabsorption d'eau toujours parce que qu'il y a une hypertonicité de l'interstitium au niveau de la médulaire. Donc, en résumant, pour conserver l'eau, les reins au chidéo, les néphrons au chidéo, ils vont concentrer les urines. Et ça demande deux choses. Pour concentrer les urines. L'ADH ou l'hypertonicité de l'interstitium thalamédulaire. C'est pour ça que je disais que c'est important. Donc, le principe, c'est toujours de garder cette hypertonicité pour concentrer les urines. Il est fait tout si vous avez compris, c'est le plus important. Maintenant, je vais un petit peu détailler le système de contre-courant pour ceux qui veulent le détail. Mais si vous avez compris ça, c'est déjà alors, imaginons, il y a en réalité qui aurait comme système de contre-courant, il aurait comme directement هادية. Il aurait comme هادي يقول لكم باللي كاين gradient corticomédulaire de l'osmolarité au niveau de l'interstitium de la médulaire, ce qui est vrai. Plus نروح في la profondeur de la médulaire, plus l'osmolarité تزيد et c'est hyper important pour la concentration des urines.
Mais انا حبيت نفهمكم كيفاش حتى لحقنا لهذا الغراديون de le gradient cortico-médulaire. Imaginons qu'au début c'était comme ça. عندي 300 partout. يعني هذه c'est la branche descendante, la branche ascendante et l'interstitium. Imaginons que عندي 300 partout. Ce qui va concentrer ici l'interstitium, c'est l'arrivée, la réabsorption ici, de quoi? De soluté. D'accord. علاش كاين réabsorption de soluté et de quel type? Et ce transport, il est actif. هادو les transporteurs تاع Na+, K+, 2Cl- actif. Donc, le transport les solutés, ça permet de concentrer l'interstitium. Dans quel but? Dans le but de garder une différence d'osmolarité, un gradient, d'accord, entre les urines ou l'interstitium. Le gradient, il est de 200 milliosmoles par litre, d'accord. Même si il y a 200 mais 400, il y a des valeurs différentes, toujours le but c'est de garder la différence de 200 milliosmoles par litre. Donc, comme on dit ici, puisqu'il y a eu un transport des solutés de l'urine au niveau de la branche ascendante vers l'interstitium, donc l'osmolarité تزيد وهنا تنقص, c'est tout à fait normal. D'accord? C'est pour cela que forcément هنا قلنا l'eau يروح من le moins concentré le plus concentré. Donc il y a sortie d'eau, sortie d'eau, sortie d'eau. Et c'est tellement concentré au niveau de l'interstitium que avec l'eau ما حاش تأثر vraiment عليها. D'accord? Par contre, au niveau de l'urine, l'osmolarité va augmenter pour atteindre l'équilibre. C'est l'osmose. L'osmose تحوس l'équilibre. L'eau passe d'un milieu moins concentré à un milieu plus concentré pour le diluer حتى يلحق l'équilibre. نلحق l'équilibre وهنا vous voyez 300 parce que جاني urine واحده اخرى جديده هذا من تفلترات الفلتره هذا جديد تاع l'urine وهذه ça fait ça. دوكا عاود لقيت روحي 400 انا ما تساعدنيش انا نحوس نغاردي غراديون تاع 200 ملي par litre. Donc واش ندير؟ نعاود نجيب لي سولوتي يخرجوا لي باش هدايا يزيد وهدايا ينقص pour garder un gradient, une différence de 200 milliosmoles par litre. Une fois درت هاد le transport هنايا تنقص لي تولي 300 وهنا تزيد لي تولي لي 500. Toujours pour garder راك تشوفوا هنايا 150 350 لو كان تحسبوا تلقاو هذيك la différence de 200. Toujours c'est ça le but تاعي. Mais هنايا كيما راكم تشوفوا كاين une différence. La différence d'osmolarité va faire que l'eau يجوز منها. Et bien sûr lorsqu'il y a absorption d'eau هذه تزيد l'osmolarité. Et ainsi de suite. Ça sera plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai تلحق لي هنايا 1200. Et كيما قلنا دائما vous allez voir cette différence de 200. Ça crée donc ce gradient cortico-médulaire. Et toujours une osmolarité de l'interstitium médulaire qui reste élevée. C'est le but.
كما قلنا هنا تلحق لي une urine qui est de plus en plus diluée par réabsorption des solutés. L'ADH, elle intervient pour la réabsorption de l'eau et dans le but de concentrer les urines. Vous pouvez vous poser cette question. L'ADH, elle va réabsorber l'eau. Maintenant, l'interstitium, la concentration, l'osmolarité تاعو, elle va diminuer. Il est hypotonique. Le cananaya ne réabsorbe l'eau parce que l'eau passe par l'interstitium. Mais non, en fait, la partie sur laquelle agit l'ADH, la partie qui تأثر بالADH جاية في la corticale, ما جايش في la médulaire. D'accord? Donc ما تأثرليش على l'hypertonicité تاعي في la médulaire اللي نسحقها pour concentrer les urines. L'eau qui est réabsorbée راهي هنايا au niveau de la corticale, ما راهيش au niveau de la médulaire. Donc l'hypertonicité تاعي si précieuse n'est pas touchée du tout. ماهيش ما تتأثرش بلا réabsorption de l'eau par l'ADH. On passe sans plus attendre au vasa recta. Les vasa recta ou l'anse de Henle Binzod participent à la constitution du système de contre-courant. Alors l'équilibration vers l'interstitium du sang descendant vers la médulaire interne avec le sang remontant vers la médulaire externe permet un échange d'eau et de soluté entre vasa recta. Ainsi, je vois les vasa recta descendants s'appauvrissent en eau, H2O, et s'enrichissent en osmole, NaCl et urée. Les vasa recta ascendants, c'est le contraire, s'enrichissent en eau et s'appauvrissent en osmole. L'eau c'est l'eau réabsorbée par la branche descendante de l'anse de Henle et le canal collecteur, bien sûr grâce à l'ADH. D'accord? Grâce à l'ADH. Ben voilà, en présence d'ADH, le canal collecteur devient perméable à l'eau. Celle-ci est réabsorbée par osmose et transportée hors de l'interstitium par les vasa recta ascendants et l'urine est concentrée. Donc ça, c'est le rôle de quoi? Des vasa recta. Les vasa recta récupèrent l'eau qui est donc réabsorbée au niveau de la branche descendante de l'anse de Henle et du canal collecteur. Les vasa recta, c'est que alors la branche descendante elle absorbe les solutés, l'eau sodium. Ce qui va se passer par la suite, regardez, c'est que non, il va y avoir un transport de ces solutés dans l'interstitium. Soluté. Donc, ça permet de maintenir, encore une fois, l'hypertonicité de l'interstitium de la médulaire et de garder aussi le gradient avec cortico-médulaire. Donc finalement, les lances de Henle, elle crée avec le gradient. C'est elle qui est à l'origine. Elle est le gradient de cortico-médulaire. Alors que les vasa recta, ils maintiennent avec le gradient. Ils persistent. Ils constant. Ils le maintiennent. Voilà. J'espère que c'est clair. Alors, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est ici l'urée. Qui fait chez Kuhn le transport de l'urée. Où je لازم تعرفوا هذه كامل la partie imperméable à l'urée. D'accord.
برك l'urée sera réabsorbée à 40-50%. De l'urée est réabsorbée à ce niveau-là. Là, il n'y a pas de transport de l'urée du tout. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? Les urées تاعنا عندنا بزاف urée هنايا دايرها بالخضر. عندنا بزاف urée هنايا. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle va diffuser comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? On a ici des canaux. Elle va aller vers l'interstition. Mais qu'est-ce qui va en fait se passer? C'est qu'elle va venir ici et diffuser ici. Mais en faisant le trajet, elle passe par l'interstition. Elle va, c'est un soluté. Donc forcément, elle va augmenter la tonicité de l'interstition de la médulaire. Maintenant, j'espère que le mécanisme de concentration et dilution de l'urine est clair. Comme une partie dans ce cours, c'est le bilan du proton. Le transport de l'H+, on l'a bien vu. Je fais les vidéos, les mqbel. Donc je ne vais pas répéter ça. Vous pouvez aller consulter les vidéos précédentes le transport de l'H+. Voilà, j'espère donc que ça a été clair. J'espère que la vidéo a été bénéfique. Et on se retrouve dans de nouvelles vidéos. On y une série spéciale physiologie endocrinienne. Si ça vous intéresse, restez branchés.